Bonjour à toutes et à toutes. J'espère que je ne suis pas en mute. Non, je ne suis pas en mute. Bonjour. C'est vendredi 16h, heure de Bruxelles, de Paris, de Genève. C'est le quiz de certification AWS, comme tous les vendredis après-midi, en direct, avec un de mes acolytes qui fabrique les questions. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, c'est Jérôme qui s'y est collé. Merci Jérôme. C'est pas ta première fois, hein. Je crois que c'est la seconde C'est fois. la deuxième, ouais. La deuxième que tu participes. Et c'est pas la seconde, car je suis certain qu'on te reverra encore après. Je crois que j'en ai encore une ou deux, oui, tout à fait. Vous le savez, vous pouvez nous rejoindre sur myquiz.org, code 746638. Je vous mets aussi en banner ici en dessous, myquiz.org 746638. C'est le quiz du jour. Aujourd'hui, nous allons passer à travers des questions de certification niveau architecte associate. J'avais mis dans mon message sur Twitter et sur LinkedIn ce matin des questions plus, parce que je les trouve un peu dans le niveau, dans le haut du panier, on va dire, en termes de complexité associate. C'est pas du professionnel. La différence entre les certifs professionnels et associates, c'est que le professionnel combine plusieurs services et vous propose un cas d'utilisation. En général, les questions sont assez longues à lire. Associate, c'est plutôt des questions sur un service. Mais ici, vous allez avoir une série de 8 questions relativement compliquées. Tu es d'accord avec ça, Jérôme? Non? Quelques-unes, oui. Quelques-unes, oui. Ben c'est bien, ça va permettre de mesurer son niveau, de voir si vous êtes prêt pour passer la certification. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous me dites que vous suivez ce quiz en direct ou à la demande sur YouTube après, soit pour préparer la certification, et vous êtes nombreux à envoyer des messages en disant hey, « ça m'a aidé, merci ». Donc, je suis content qu'on vous aide. Merci Jérôme d'aider nos clients à passer la certification. Soit simplement pour apprendre, pour jouer. Si vous jouez pour des points, sachez que la vitesse de réponse est importante, parce que vous avez plus de points si vous répondez vite, ce qui n'est pas vrai dans les vrais examens de certification, hein, ici. Heureusement. Heureusement. Et puis voilà, surtout la grosse différence, c'est que nous sommes là ici, Jérôme et moi, pour débriefer les réponses. Et Jérôme vous expliquera à chaque fois pourquoi la bonne réponse est la bonne et surtout pourquoi les mauvaises réponses ne sont pas les bonnes réponses. Nous sommes en direct. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vois quelques noms connus déjà sur YouTube et sur Twitch. Vous pouvez... Hop, moi aussi, je peux vous répondre. Voilà. Vous pouvez laisser vos commentaires si vous avez des questions. Si quelque chose n'est pas clair, si vous n'êtes pas d'accord avec la bonne réponse, dites-le, soyez vocal, ne soyez pas timide. On lit votre question et on y répond. C'est pour ça qu'on est en direct. Puis si vous regardez en différé, venez en direct la fois prochaine. C'est tous les vendredis à 16h, sauf là maintenant, on va faire un petit break pendant les vacances, mais on reprendra à la fin du mois d'août. Je parle longtemps, c'est pour vous laisser le temps de vous connecter, mais je vois qu'il y a 11 personnes connectées sur le quiz, donc on peut commencer. Est-ce qu'il faut rajouter quelque chose? On est parti? Allons-y. Allons-y, on est parti. 8 questions, niveau architecte associate. Il y a 1 minute et demie à chaque fois où je lis la question avec vous. Les questions sont en anglais, je le répète, parce que la plupart des examens sont en anglais. Quoique maintenant, depuis le mois de juillet, vous pouvez les prendre en français aussi, en tout cas l'associate. Et moi, je les lis en français, et puis on commande tout ça en français. Allez-y, allons-y plutôt. Je clique sur Start. Ah, tiens, c'est nouveau ça, sur myquiz.org, il y a ce petit dialogue qu'il n'y avait pas la semaine passée. Hop, on est parti avec la première question dans 3 secondes. Alors, elle est longue à lire, celle-là. Vous avez un script qui processe des données, qui doit tourner toutes les nuits à 2h du matin pour 1 heure. Les données sont stockées sur un file system de type Amazon EFS. Le script, c'est une application Python qui est packagée dans une image Docker. En cas d'erreur, vous devez réessayer une fois, et seulement une fois. Quel est le meilleur moyen pour exécuter cette opération? Vous créez une rule avec schedule expression cron 02 étoile 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 dans Amazon CloudWatch. CloudWatch Event. Et puis, cette rule déclenche une step function state machine qui tourne des fonctions lambda déployées dans une image container. Alors, laissez tomber le create a rule with schedule expression parce que c'est exactement la même chose partout, mais c'est juste la deuxième partie de la phrase qui est différente. Donc, soit vous déclenchez une state machine, une step function qui lance des fonctions lambda. Soit, réponse B, vous déclenchez une tâche ECS Fargate. Soit réponse C, vous déclenchez une fonction lambda déployée comme une image container qui va exécuter le script et qui contient la logique de réessai. Soit réponse D, vous déclenchez un job batch
et vous mettez le paramètre job attempt à 2 pour exécuter le script. Voilà, juste expliquer la question, il m'a fallu la minute et demie. Donc en gros, vous faites un cron avec CloudWatch Event, soit vous déclenchez un workflow step function, soit une tâche ECS Fargate, soit une fonction lambda, soit un batch. Et vous êtes un quart à avoir répondu batch. Pourquoi batch est la bonne réponse? Alors, batch, c'est effectivement la bonne réponse. Généralement, quand vous verrez des questions sur lesquelles on vous dit on doit faire tourner quelque chose toutes les nuits, c'est typiquement un batch. Après, on a plusieurs façons de faire tourner un batch. Généralement, AWS Batch est la bonne façon. Ici, en l'occurrence, on nous dit aussi dans la question qu'on doit faire tourner le script pour 60 minutes. Et avec Lambda, on a une limite qui est de 15 minutes par exécution. Donc, vous ne pouvez pas aller au-delà de 15 minutes par fonction lambda. Donc, ça élimine la 1 et ça élimine la 3. Et ensuite, entre ECS et batch, ECS ne propose pas cette notion d'attempt, de tentative, qui est disponible dans batch, au contraire. Donc, c'est effectivement job batch. Effectivement, on l'avait déjà dit dans un autre épisode, hein, quand vous avez des trucs, des tâches qui se répètent à intervalles réguliers comme ça, AWS Batch en général est la bonne réponse. Mais ce que tu dis est important aussi, les fonctions lambda ne s'exécutent que 15 minutes, donc ça élimine déjà toutes les fonctions, la réponse A et la réponse D, donc les deux qui se basaient sur lambda. Bon point, bien vu. Entrée en matière un peu difficile, je vous l'accorde. J'ai hésité à changer l'ordre des questions. Je me suis dit non, allons-y, plongeons. C'est toujours quand on plonge dans la piscine que c'est le meilleur moyen de rentrer dans l'eau froide. Cette fois-ci, elles ne seront pas toutes comme ça, les questions, je vous rassure. Deuxième question. Un solution architect conçoit une application qui a besoin d'être hautement disponible et résistante aux pannes. Cette application a besoin d'avoir 6 instances EC2 pour gérer le trafic normal. Donc 6 instances pour gérer le trafic normal. Quelle est la combinaison qui permet de correspondre à ce besoin? Soit vous mettez 3 instances dans une zone de disponibilité et 3 instances dans une autre zone de disponibilité. Soit vous mettez 2 instances dans une zone de disponibilité, 2 instances dans une deuxième zone et 2 instances dans une troisième zone, pour un total de 6 instances. Soit vous mettez 3 instances en zone A, 3 instances en B et 3 instances en C. Soit vous mettez 6 instances en A et 3 instances en B. Fait un peu de maths là, un peu. Enfin, ce sont que des additions, donc ce sont des maths faciles. En gros, est-ce que vous prenez 6 instances au total ou est-ce que vous prenez plus que 6 instances? Et si vous avez 6 instances, comment vous les répartissez? 3 et 3 ou 2, 2, 2, avec 2 exigences dans le corps de la question: hautement disponible, résistant aux pannes, mais la charge de travail a besoin de 6 instances. T'as bien expliqué. je donne des indices un peu. Oui. On se le disait en préparant cet épisode, c'est une question typique de certification architecte associate. Je l'ai déjà vu. Peut-être formulé un poil différemment, mais le concept. On la voit souvent, ouais. Exactement là. Réponse C, 3 instances dans 3 availability zones, donc pour un total de 9 instances. Et c'est ça qui est un peu contre-intuitif. Pourquoi? Alors, effectivement, ce qu'on veut, c'est avoir quelque chose qui soit fault tolerant, donc qui soit résistant à la panne. Donc, si on a une zone de disponibilité qui serait amenée à tomber, pour une quelconque raison, on veut toujours garder ces 6 instances. Donc, il nous faut, même s'il arrive quelque chose, il nous faut toujours 6 instances. Donc, la meilleure façon d'avoir 6 instances, toujours, même en cas de panne, c'est d'en avoir plus en temps normal, donc d'en avoir 9. Ensuite, entre la 3 et la 4, si vous regardez la 4, il y a un risque de perdre 6 instances d'un seul coup sur la zone 1A, alors que l'autre, les autres sont bien répartis sur 3 zones, et du coup, vous aurez toujours 3 et 3, peu importe ce qui arrive à la troisième zone de disponibilité. Et la B n'est pas bonne parce que si on perd une zone de disponibilité, on n'a plus que 4 instances. Tout à fait. Est-ce que autoscaling ne serait pas une solution un peu plus élégante que ça? D'avoir un autoscaling group sur 3 availability zones, comme ça c'est lui qui remettra les instances dans les zones de disponibilité restantes en cas de problème? Oui, le souci c'est que potentiellement à un instant T, tu auras quand même moins de tes 6 instances. Donc il faut voir si ton workload peut le supporter. Donc, ça dépend des applications. Voilà, ouais.
La question nous dit fault tolerant, donc a priori, on n'a pas le droit de supporter, d'avoir moins de 6 instances. Ouais, il faut bien lire la question, et puis de toute façon, autoscaling n'était pas dans cette question. C'est pas une question d'autoscaling, c'est une question de répartition de charge tout à fait normale. Je répète, c'est typiquement le genre de question, je suis certain de l'avoir déjà vu, celle-là, peut-être formulée un peu différemment, quoi, mais l'idée... Vous l'aurez, c'est sûr. est la même. Si vous venez de nous rejoindre, c'est le quiz de certification AWS en français. Vous connectez à myquiz.org avec le code qui est là en dessous à l'écran et venez jouer avec nous. On a encore 6 questions de certification AWS niveau architecte associate à discuter dans les 20 prochaines minutes. Allez, 3e question. Troisième question, quels sont les différents moyens de créer une step function, une machine à état basée sur des step functions? Choisissez toutes les bonnes réponses. Il y a plusieurs bonnes réponses. On ne vous dit pas combien. Soit vous définissez votre step function, donc votre state machine, votre machine à état, en utilisant le langage JSON, Amazon State Language en JSON. Soit vous définissez votre machine à état en YAML, soit vous utilisez le Cloud Development Kit, le CDK, pour définir votre Step Function State Machine, soit vous utilisez Step Function Workflow Studio pour concevoir graphiquement votre machine à état dans la console AWS. J'allais dire quelque chose, mais je ne veux pas donner d'indice trop vite. Répondre d'abord à ce que vous pensez après. Parce que c'est une question un peu atypique. Je veux dire, oui. Elle ne risque pas de se trouver dans un examen de certification tel que. Mais j'expliquerai pourquoi pendant quelques secondes. Je vous laisse une cassette à avoir répondu. Il reste encore 15 secondes. Est-ce que vous utilisez JSON, YAML, CDK ou Workflow Studio? Il y a plusieurs bonnes réponses, donc il faut sélectionner toutes celles qui s'appliquent. C'est un ou, évidemment, c'est pas un et. Oui. Voilà, on a 12 réponses qui viennent de rentrer. La bonne réponse, c'est la A, la B et la D. Pourquoi est-ce que je pense pas que c'est une question que vous pourriez avoir dans un vrai examen? C'est parce que Workflow Studio existe et il a été lancé il y a quoi, 2 semaines, 3 semaines? C'est tout nouveau. Et donc, typiquement, dans les examens de certification, c'est rare, à moins que vous n'ayez vraiment pas de bol, que l'examen a été rafraîchi récemment, mais c'est rare d'avoir des questions sur des nouveaux services. Le temps de développer les questions, de tester l'examen, de publier l'examen, ça prend plusieurs mois. Donc, c'est rare d'avoir des questions qui peuvent... Je crois qu'il y a un souci, excuse-moi, Oui. Sébastien, il y a un souci dans la réponse. Il y a un souci dans la réponse. Oui, en fait, YAML n'est pas disponible. C'est JSON, CDK et le studio. Je me suis trompé, c'est mauvais encodage de ma part. Vas-y, je te laisse expliquer les réponses. Donc, effectivement, la réponse, c'est le JSON, c'est le format de base, on va dire, pour définir le state language en JSON. CDK, c'est effectivement possible dans le langage que vous voulez. Donc, CDK, c'est le Cloud Development Kit qui vous permet de faire de l'infrastructure as code, enfin du vrai code, quoi. Vous faites du Java, du Python, du C#, etc. Et donc, vous pouvez définir programmatiquement votre workflow. Et le Workflow Studio, donc c'est ce que tu disais, qui est apparu il y a 2-3 semaines maintenant, qui est une interface graphique dans la console pour définir le studio, qui est assez pratique. Je vois un commentaire remboursé, effectivement. Ouais. Désolé, je me suis planté dans les choix. Donc, oui, remboursé. Ben voilà, à la fin de ce quiz, vous remplissez un petit questionnaire de satisfaction. Vous pouvez avoir un code de crédit de $25. Restez jusqu'à la fin. Je l'aurais fait de toute façon, je vous le dis pas, mais c'est la première fois que ça m'arrive en une vingtaine de quiz de me tromper dans la réponse. Désolé pour vous qui jouez pour des points. L'essentiel, c'est que vous ayez appris. Donc, JSON, CDK ou AWS. Workflow Studio. Flo qui dit, tiens, on n'a pas ça depuis peu et qui parle de Step Function Adding Tooling for YAML. Depuis mars. C'est dans SAM, je crois. Il faudrait que je vérifie le lien que tu as envoyé. Ouais. Mais dans SAM, tu peux... Donc SAM, c'est le template un peu amélioré de CloudFormation pour les serverless applications.
Donc, il fournit on va dire du sucre syntaxique pour définir une fonction, pour définir une table Dynamo, donc pour permettre de raccourcir la quantité de code qu'on met dans son template. Et je crois qu'avec ça, on peut effectivement mettre du YAML pour définir une state machine. Donc, à vérifier si c'est ça. Non, je viens d'aller voir le news, il parle de YAML pour Step Function, avec prise en charge dans le plugin de Studio Code, Visual Studio Code également. AWS Step Function prend en charge désormais la définition, je vais le mettre à l'écran, c'est plus facile plutôt que de le lire. Hop, on va faire comme ça. AWS Step Function prend en charge maintenant la définition des state machines en YAML dans AWS Toolkit for Visual Studio et de CloudFormation. Alors, ça ne veut pas dire que l'API prend du YAML, ça veut dire que le toolkit prend du YAML. Si ça se trouve, c'est le toolkit qui transforme le YAML en JSON derrière sans nous le dire. Ça pourrait arriver, ça? Il lit dans CloudFormation aussi. Ouais. Bon, je crois qu'on peut vous la rembourser doublement, celle-là. Bon, définitivement, je crois qu'il est temps de passer à la suivante. Mais bon, JSON et le Visual Workflow Studio sont deux bonnes réponses de toute façon. Si vous jouez pour les points, désolé pour cette question-là, mais enfin, tout le monde était à la même enseigne, donc il n'y a pas une personne qui était avantagée par rapport à une autre. Une application monolithe déployée sur EC2 a besoin d'une base de données relationnelle et vous avez choisi Amazon RDS MySQL. La performance de la base de données est en train de se déprécier, de ralentir quand la charge de l'application augmente. Vous avez des ressources de développement limitées en tant que solution architect. Quelle est votre suggestion pour augmenter les performances de votre application? Vous migrez la base de données MySQL vers Oracle. Vous ajoutez un mécanisme de cache pour décharger le trafic sur la base de données, réponse B. Réponse C, vous configurez des read réplicas pour la base de données. Et réponse D, vous configurez la base de données en multi-easy. Donc un problème de performance sur une base de données avec des ressources de développement limitées. Est-ce que vous migrez vers un autre engin de base de données? Est-ce que vous mettez du cache devant la base de données? Est-ce que vous mettez des read réplicas? Ou est-ce que vous utilisez du multi-easy? C'est une question assez fréquente aussi. Ouais. Peut-être pas formulée telle que, mais bon, ça ressemble. J'ai fait un talk public la semaine passée d'1 heure qui explique comment Amazon a migré toutes ses bases de données Oracle vers autre chose que Oracle. Si ça peut vous donner une indication, pourquoi, comment et quel est le bénéfice. Il n'y a plus de bases de données Oracle qui tournent chez Amazon. Je parle d'Amazon Retail, client d'AWS, comme vous. La bonne réponse est la réponse C. Vous configurez un read replica pour la base de données et vous êtes moitié-moitié avec le cache, Elastic Cache. Qu'est-ce qui disqualifie cette réponse B? Pourquoi ce n'est pas la bonne? Alors, c'est une bonne réponse, mais la question nous disait qu'on avait des ressources de développement limitées. Et ajouter Elastic Cache nécessiterait d'avoir un petit peu de développement pour pouvoir ajouter ces données en cache plutôt que d'aller les chercher dans la base. Donc là, on veut limiter ce développement, et donc on va utiliser quelque chose qui est natif sur AWS, qui sont les read replicas. Correct. Et j'ai laissé filer la question, on est à la 5 à l'écran pour le moment. Mais effectivement, il faut le développer pour ça, pour mettre un cache devant, puisqu'il faut que ça soit le code de l'application qui aille d'abord interroger le cache, et puis s'il y a rien, interroger l'application. Donc il faut écrire des lignes de code, tandis qu'en mettant des read replicas, c'est juste la configuration du driver de la base de données qui va répartir la charge sur les différentes instances. Bien vu en termes de score, Flowlight 30 points, Samson Soglo 27, Samy 26, Michenux 23 ou 12, et puis tous les autres derrière. Merci de participer. C'est le quiz AWS en français. On a encore 3 questions de certification architecte associé. Désolé pour le formatage du zone. Il passait mieux sur mon test, et il était correct sur mon test, et là il a été remis. Donc vous avez une Service Control Policy. Je vais essayer de vous aider à la décrypter, qui a comme effect un deny sur Not Action CloudFront. Et puis une condition sur les ressources qui dit string not equals région EU centrale 1. Donc deny Not Action CloudFront et condition string not equals EU centrale 1. Qu'est-ce que ça fait? Ça refuse tous les accès à CloudFront dans EU centrale 1, ou ça refuse tous les accès sauf CloudFront dans EU centrale 1,
où ça refuse les accès à CloudFront, sauf dans EU Central 1, où ça refuse tous les accès, sauf CloudFront, en dehors de EU Central 1. Il manque le 1 dans le copy-paste là. Wow. Celle-là, elle est un peu tricky. Je suis pas sûr que vous la trouverez dans l'associate. C'est peut-être plus du security specialty ou quelque chose comme ça. Ouais. Je suis toujours un peu perdu dans les conditions IAM quand il y a des not action quelque chose ou quand il y a des string not equals, parce que deux négations, il faut deny not action. Double négation, c'est un peu... ça fait réfléchir. Trois secondes. Et tout le monde a répondu. La bonne réponse est quand même pas mal. Bravo, 66%. Pas mal, hein. Pas mal. Je te laisse expliquer. Merci. Il m'a fallu déjà du temps à l'écrire. Alors, effectivement, donc on a un deny avec un not action, ce qui veut dire qu'en fait, on va interdire tout sauf CloudFront. Donc, on interdit tout sauf CloudFront. Et ensuite, on a une condition qui spécifie que la région doit être différente de EU Central 1. Donc, pour résumer, on interdit tout sauf CloudFront en dehors de EU Central 1. Donc, c'est la réponse 4. La réponse 4, la réponse c'est deny all except CloudFront outside of EU Central 1. Ouais, c'est une petite gymnastique de l'esprit avec des doubles négations et arriver à comprendre. La clé, c'est regarder l'effect, toujours effect deny. Et puis, vous avez soit action, soit not action. Là, j'ai été très gentil parce que en lisant la question, j'ai bien mis le focus sur les parties. Mais quand vous êtes seul devant l'écran d'examen, il faut bien lire effect, action, not action, et puis string not equals, EU Central 1. Petite question dont je n'ai pas la réponse. Question de Malcolm qui demande combien il y a de questions à la certification AWS Architect Associate et à la certification Practitioner. Je vais regarder si c'est sur le site web AWS Training. C'est entre 40 et 60 questions, quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui dit 65, ouais, je crois que c'est quelque chose comme ça. 60, 65, c'est possible. Ok. Ah bah voilà. 65. Ouais, ça, 65. Je vais voir si, pendant que vous réfléchissez à la question, 6, 7 et 8, si j'ai le temps de trouver la réponse, ou de confirmer en tout cas la réponse qui est donnée ici par BAM1ST, BAM First. BAM First. Tu vas être en train de préparer la Magloire qui dit la même chose. 65. Vous êtes deux à dire 65, donc j'ai tendance à vous croire. Et 72% pour le pass, ça, c'est pas une information qu'on publie. Souvent, on nous la demande, mais il n'y a pas je pense pas que ça soit officiellement publié. Si vous le faites, effectivement, vous voyez, ça peut changer d'une version de l'examen à l'autre. C'est pour ça qu'on ne la publie pas. Parce que quand on change les questions, il y a tout un truc statistique pour déterminer quel est le pass rate. Et effectivement, c'est dans ces eaux-là. Maintenant, est-ce que c'est 70, 72, 68 ça peut dépendre d'une version d'un examen à l'autre. Chèque qui demande aussi si la certification en français est possible. Oui, c'est possible. En tout cas, pour practitioner et architecte associate, depuis le mois de juillet. Là, maintenant, ça commence. En tout cas, practitioner, ça commence là maintenant. Associate, je crois que ça commence au mois d'août. Il y aura moyen de prendre les examens en français. On peut déjà s'inscrire pour ces examens qui seront disponibles. Donc, practitioner déjà là maintenant et architecte associate à partir du mois d'août. Et le lien, c'est toujours aws.training. Toutes les infos sur les cours et les certifications sont sur ce site web là, aws.training. Bien, je crois qu'on a tout dit là. C'est le quiz de certification en français pour ceux qui viennent de se connecter. Vous pouvez jouer sur myquiz.org, code 746638. Il reste 3 questions. Question numéro 6. Une société a déployé une application sur des instances EC2 avec un auto-scaling group et un load balancer. Cette application utilise aussi Elastic Cache et peut supporter des interruptions. Ça, c'est un point important. Donc, elle peut supporter des interruptions. Le service reçoit des requêtes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais la charge varie très fort dans la journée. Vous avez un auto-scaling group qui est configuré avec un minimum de 5, un maximum de 20 et un desire à
10. Vous avez été demandé, on vous a demandé de réduire les coûts de cette application. Que pouvez-vous faire? Vous devez choisir la solution la moins chère. Est-ce que A, vous allez changer l'autoscaling group pour le mettre min à 0, desire à 5 et max 20? Réponse B, vous allez acheter 5 reserve instances et utiliser un mix 2 tiers, 1 tiers, avec aussi du spot, des instances on demand, donc du reserve, du spot et du on demand. Ou alors est-ce que vous allez acheter 10 reserve instances et utiliser le reste en on demand? Ou est-ce que vous allez acheter 20 reserve instances? Et Magloire qui dit que dans les docs de certification, maintenant, ils donnent les passing scores. Mais c'est nouveau, en tout cas, depuis quelques années, en tout cas. Donc, merci pour la précision. Attention, 5 secondes pour répondre. Je vois que la plupart des réponses sont rentrées. Et la bonne réponse est la réponse B. Pourquoi est-ce la B? Pas mal. Pas mal. Beau Pourquoi est-ce la B? Alors, je vais déjà faire je vais les faire dans l'ordre. La 1, donc passer à min 0, desired 5, max 20, va pas changer grand-chose, si ce n'est qu'on va pouvoir scaler en dessous 5 instances. Si jamais la nuit, par exemple, on n'a pas besoin de ces 5 instances. Je vais passer à la 3, en fait. La 3, c'est un bon compromis. On a 10 reserve instances. Ce qui ressemble à peu près à la baseline au desired qu'on avait au départ. Mais voilà, on va voir qu'il y a une meilleure option. La 4, c'est pas une bonne idée parce que vous allez over-provisionner, enfin vous allez acheter des instances qui potentiellement ne seront pas utilisées. On est à max 20, mais voilà, en temps normal, potentiellement on est à 5-10. Donc là, vous allez acheter des reserve instances qui vont vous servir à rien, en tout cas pour ce workload-là. Et donc la meilleure réponse serait la 2, parce que vous avez quelques reserve instances, donc pour une base raisonnable, on va dire, de 5 instances. Ensuite, vous utilisez et des spot instances et des instances on demand. Donc, les spot instances qui vous permettent de faire une réduction encore supérieure aux reserve instances. Et puis, vous avez un mix. Généralement, on aime bien proposer un mix entre réserve et on demand pour avoir toujours de la capacité. Parce que les spots, voilà, leur disponibilité peut varier. Donc, on propose généralement un mix de spot et de on demand pour avoir des prix qui sont relativement faibles, mais une capacité qui soit suffisante. Donc, la réponse 2. Voilà. Et minimiser le risque que les instances au spot soient arrêtées aussi. Tout à fait. Moi, j'ai une question. Il y en a une de Checkrasso aussi qui demande si on peut automatiser la réservation de spot instance, le booking de spot instance. La réservation de spot instance. C'est-à-dire acquérir des instances au spot à la demande, enfin avec un script, c'est comme ça que je comprends la question. En fonction de la capacité qu'on a ou de pouvoir placer des ordres pour du spot instance automatiquement. La réponse est oui, mais Autoscaling Group peut le faire aussi maintenant. C'est ça, oui. On peut configurer un Autoscaling Group pour qu'il aille puiser de la capacité spot. Tout à fait, oui. Ouais. Donc, réponse est oui, mais faites-le plutôt avec Autoscaling Group. Autoscaling Group va vous aider à aller à puiser de la capacité dans Spot. Et alors, moi, j'ai une question pour toi. On utilise encore des EC2 Reserve Instance? Bonne question. Écoute, j'ai des clients qui les utilisent encore. Mais effectivement, il y a les saving plans maintenant qui sont un peu plus flexibles et qui fournissent les mêmes réductions que les reserve instances. Donc oui, éventuellement, peut-être plutôt regarder au niveau des saving plans, effectivement, qui sont un peu plus flexibles, mais qui proposent les mêmes réductions. L'avantage des saving plans, c'est que vous n'êtes plus lié à un type d'instance, une famille d'instances ou une région. Ça va se répartir sur l'ensemble de votre consommation EC2 sur votre compte. Donc, ça laisse pas mal de flexibilité. Ceci dit, ça peut arriver. Vas-y. Typiquement, un cas d'usage des reserve instances, c'est pour RDS. Tu ne peux pas utiliser saving plans pour RDS. En tout cas, jusqu'à il y a encore un certain temps, il me semble que c'est... On parle de EC2 ici et uniquement EC2 pour RDS, pour Elastic Cache et pour DynamoDB, je crois. Il y a encore une notion de capacité de réservation de capacité. Ça ne s'appelle pas nécessairement Reserve Instance pour DynamoDB. Mais DynamoDB, c'est encore autre chose. Ouais. Mais en tout cas, ouais, RDS, c'est sûr.
Voilà, donc Savings Plans, mais ça peut arriver dans un examen de certif également. Vous avez une solution plus récente, peut-être un tout petit peu plus flexible qui existe, mais l'examen parle encore d'une solution plus ancienne, pas nécessairement vieille, mais un tout petit peu plus ancienne. Donc, ce sont des cas de figure qui peuvent arriver en examen également. Encore 2 questions. La question 7, l'équipe dans laquelle vous travaillez hoste une application sur EC2 et on vous a demandé d'améliorer le processus de déploiement de cette application de telle manière à ce qu'il n'y ait pas de downtime, donc pas d'interruption du service et si possible de pouvoir revenir en arrière en cas de déploiement erroné. Quelles sont les options qui s'offrent à vous? Est-ce que vous utilisez Route 53 et du Wait Routing Policy pour faire un déploiement blue-green? Je ne vais pas expliquer ce que c'est un blue-green maintenant, mais on pourra en parler après. Est-ce que vous utilisez Code Deploy pour faire du blue-green deployment? Est-ce que vous utilisez Load Balancer avec des Weighted Target Group pour faire du blue-green deployment? Donc on sent bien que cette question, c'est autour des blue-green deployments. Réponse D. Les 3 d'avant sont possibles. Vous pouvez utiliser soit Route 53, soit Code Deploy, soit Load Balancer. Donc, réponse D veut dire que A, B et C sont toutes les 3 correctes. Donc, comment est-ce qu'on déploie des applications de telle manière à ne pas avoir d'interruption de service pendant le déploiement et pour pouvoir revenir en arrière si jamais il y a un souci. Flowlight 40 points, Samson Soglo 38, Samy 33. C'est le podium du jour. Ça peut encore changer. Parce que vous tenez d'assez près tous les 3. Il reste 2 secondes. Dépêchez-vous. La bonne réponse est la réponse D. On peut tout faire avec Route 53, Code Deployed et Load Balancer. Donc, si vous avez tapé A, B et C, ce n'est pas tout à fait faux. Mais on vous demandait de sélectionner toutes les options disponibles. Et c'était la D. Donc. Effectivement, toutes sont faisables. Route 53 va vous permettre, justement, avec ce Weighted Routing Policy, de définir, voilà, je voudrais tant de pourcentage de trafic routé sur mon environnement vert, mon environnement bleu. Donc l'environnement bleu, généralement, c'est l'environnement avec l'application en version X, et green, c'est l'environnement vert, c'est l'application en environnement N+1, donc la nouvelle version. Donc on peut switcher de l'un vers l'autre, ce qui évite justement ce downtime. Code Deploy fournit aussi cette fonctionnalité. Et Load Balancer également avec les Weighted Target Group. Donc vous avez la possibilité de dire aussi, voilà, je voudrais diriger tant de % du trafic sur ce Target Group, et puis après shifter sur le nouvel environnement. Donc les trois sont possibles. L'avantage de Code Deploy, c'est qu'il le fait tout seul, si je me souviens bien, tandis que Load Balancer et Route 53, il faut aller changer le réglage au moment du Load Balancer ou de Route 53 pour dire, bon, ben maintenant, soit on augmente la proportion de trafic sur le nouvel environnement, soit on balance 100% sur le nouvel environnement. Tandis que Code Deploy fait ça tout seul. C'est automatisé, on lui dit, tiens, tu mets d'abord 10% du trafic pendant un jour, tu regardes ce qui se passe, et puis s'il y a des alarmes qui se déclenchent, il revient tout seul en arrière. S'il n'y a pas d'alarme qui se déclenche, il shift le reste du trafic après la période de temps que vous avez donné. Mais c'est ça l'idée du blue-green, hein. C'est un truc qu'on ne pouvait pas faire on-prem, ou ça coûtait très cher en tout cas, parce qu'il fallait 2 fois l'infrastructure, mais en blue-green, on déploie 2 fois son application, et puis on redirige le trafic doucement de l'ancienne version vers la nouvelle, et on observe la nouvelle pour vérifier que tout va bien, et tant que tout va bien, on augmente le trafic là-dedans. Donc soit DNS, soit Code Deploy, soit Load Balancer. Code Deploy le fait sur du Lambda aussi, et sur de l'ECS aussi. Donc si vous déployez des containers, Code Deploy vous permet de faire ça relativement facilement. Il y a une petite interface assez sympa où tu vois les pourcentages. Les jauges. Tout à fait, ouais. Qui changent. Dernière question de Quiz AWS en français pour ce vendredi 9 juillet. C'est dans 5 secondes.
Et la question numéro 8, vous devez processer un gros volume de données qui est stocké sur Amazon S3. Vous avez entendu parler d'Apache Spark comme librairie pour traiter du big data en Scala, si je ne me trompe pas, avec Spark. Quel est le moyen le plus efficace d'implémenter Spark sur AWS? Est-ce que vous déployez votre application Apache Spark sur des instances EC2 derrière un load balancer et avec un autoscaling group, comme on a déjà parlé aujourd'hui? C'est la réponse A. Réponse B, vous déployez un cluster EMR, Elastic MapReduce, avec l'option Apache Spark. Réponse C, vous déployez un cluster Amazon EKS, donc Elastic Kubernetes Services, donc des containers avec Apache Spark. Ou réponse D, est-ce que vous déployez un data pipeline avec Apache Spark? Technique de quiz et de certification en général quand il y a une réponse qui n'a rien à voir avec les autres. Celle-là, elle est suspecte déjà, en général, hein, ce n'est pas une règle absolue. Et donc, le choix ici, c'est plutôt EMR, EKS ou Data Pipeline. Spark, c'est correct, hein, c'est en Scala. Je crois qu'il doit y avoir moyen de faire du Python. Tu peux faire du Python, je crois aussi, oui. Ops. Et la bonne réponse, dans quelques secondes, est la réponse B. Elastic MapReduce. C'est quoi Elastic MapReduce? Elastic MapReduce. Alors, initialement, c'était un cluster Hadoop. Donc Hadoop avec le Hadoop File System sur lequel vous pouvez faire du MapReduce. Donc vous envoyez vos calculs sur différents nœuds et puis derrière vous allez faire les différents le map des différents calculs. Et ensuite vous allez tout rapatrier, faire un reduce, donc tout resynchroniser les résultats au sein d'une même instance. Donc ça c'était Hadoop avec le HDFS, le file system Hadoop. Maintenant ça marche directement avec S3. Vous pouvez manipuler des données qui sont directement dans S3, donc sans avoir ce file system un peu particulier. Et puis surtout, vous avez la possibilité d'utiliser ces différentes librairies, donc Spark, Hive, Presto, Flink, enfin tout un tas de librairies pour faire de la manipulation de données. Et Spark, justement, fait partie des options disponibles avec EMR. Une des plus populaires. Tout à fait, oui, c'est une des librairies les plus utilisées, les plus populaires, qui est assez efficace. Ouais. Et alors les autres, pourquoi non? Donc la première, elle est assez flagrante, c'est ce que tu disais, un peu à part, et on n'a pas forcément envie de gérer soi-même un cluster avec du Spark, etc., sur des instances EC2. Il y a deux choses qui sont incorrectes même, à la rigueur. Enfin, c'est le load balancer et autoscaling group, ça n'a pas beaucoup de sens dans un contexte. Mais sinon, installer Spark sur EC2, pourquoi pas? Pourquoi pas, à la rigueur, oui. Pour apprendre. Pour apprendre comment installer Spark. EKS, bon, en lisant la question, je me suis dit, mince, il a dit ce que ça voulait dire EKS, du coup c'était un peu biaisé, mais c'est pas grave, donc c'est un cluster Kubernetes. Bon, il faut savoir que vous pouvez déployer EMR sur un cluster EKS. Si vous avez envie d'utiliser EKS, enfin votre cluster EKS Kubernetes pour déployer EMR, c'est possible. Et puis le dernier point, c'est Data Pipeline. Donc Data Pipeline, c'est un service qui permet de faire du transfert et de la transformation de données, un peu comme un ETL. Mais voilà, c'est pas l'objectif de Data Pipeline en lui-même. Il peut utiliser EMR pour faire ces transformations de données, mais c'est pas lui-même qui va utiliser Spark et faire cette transformation. Alors, j'ai deux commentaires avant d'aller aux résultats, mais enfin, vous les voyez déjà, les résultats. J'ai expliqué un peu cluster et EKS parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du big data dans des containers. Et ça se fait de plus souvent. Et donc, ce n'était pas nécessairement une idée, je ne sais pas qui a répondu à cette réponse-là, mais ce n'est pas nécessairement une idée idiote, farfelue. C'est techniquement possible de faire du cluster pour du big data. Et Data Pipeline, c'est un très vieux service d'ETL. Est-ce que maintenant, on ne conseillerait pas plutôt d'utiliser, j'ai oublié le nom de ce service, Glue, et le studio graphique. Le studio qui est assez sympa aussi, ouais. Le Glue Studio. Oui, je pense qu'on utiliserait plutôt Glue aujourd'hui. Après, Data Pipeline, je crois qu'il fournit des fonctionnalités de transfert de données que Glue n'a pas forcément, donc plus pour transférer de la data, mais pour faire de l'ETL, on va dire, c'est plutôt Glue maintenant. Ouais.
Et puis le studio, effectivement, si vous n'avez jamais vu, le studio est assez sympa pour définir assez simplement dans l'interface son petit job de transformation de données. Check Rasso qui pose une question qui n'est pas nécessairement liée au quiz là maintenant, mais qui est super générale. J'ai une application hébergée sur AWS, comment je peux diminuer les coûts? Il y a beaucoup de choses à dire. On n'a pas le temps là maintenant en 2 minutes d'expliquer les différentes techniques. Ça dépend du type d'application. Est-ce que c'est du serverless? Est-ce que c'est de l'EC2? Est-ce qu'il y a de la base de données? Est-ce qu'il n'y a pas de base de données? Donc, on aurait besoin de beaucoup plus de détails. Tu peux me rejoindre sur LinkedIn ou sur Twitter. Sur Twitter, c'est Sebsto, S-E-B-S-T-O, avec des détails, et je donnerai quelques sur le Slack, sinon. Il y a le Slack. Sinon, très bonne idée, il y a le Slack de la communauté des user groups francophones. J'essaie de vous mettre le lien dans les commentaires là. Rejoignez ce Slack, posez la question. C'est typiquement une bonne question pour ce genre de groupe. Poser la question sur le Slack de la communauté des user groups francophones. C'est aws-user-group.slack.com. Vous êtes les bienvenus sur ce Slack-là. Il y a plein de canaux différents pour poser les coups. Et sinon, il y a BAMFirst qui link vers quelques vidéos sur YouTube. Donc, on peut cliquer sur les liens dans le chat également. Et puis, il y a beaucoup de webinaires et autres sur YouTube en cherchant sur optimisation des coûts. Voilà, désolé, on ne répond pas vraiment à la question, mais c'est difficile de le faire comme ça. C'est assez vaste. En 2-3 minutes, c'est un sujet très, très vaste. Jérôme, merci d'avoir été là. On va quand même regarder les gagnants ensemble, et puis vous dire comment gagner ces $25 de crédit AWS pour nous faire pardonner la question 3. Alors, le tableau, et j'avais dit que ça pouvait encore changer, parce que Flowlight, qui était en tête à la précédente question, s'est fait doubler sur le fil par Samy, 48 points, Flowlight 45, Samson 44, ça se joue dans un mouchoir de poche. Félicitations à vous toutes et toutes qui avez regardé, qui avez participé. J'espère que vous avez appris quelque chose, qu'on vous aide à vous préparer pour votre examen de certification, ou simplement apprendre un peu plus. N'hésitez pas à référencer ces vidéos, à en parler sur Twitter, sur LinkedIn, à les conseiller à vos collègues. Si vous voulez nous dire ce que vous en avez pensé, ne nous tapez pas trop pour la question 3, on sait qu'on l'a loupé. Donc, ignorez celle-là. Allez sur eventbox.dev/survey, puis vous tapez le code TYG03UM, ou alors vous prenez votre téléphone, je ne peux pas vous montrer parce qu'il est en train de me filmer, et vous scannez le QR code. C'est moi qui l'ai fait avec mes petites mains. Il vous amène à cet endroit-là et nulle part ailleurs. Il y a 3 petites questions à répondre, et ensuite vous pouvez gagner un code de certification. Un crédit à faire valoir sur votre compte AWS de $25, un crédit par mois. Donc, si vous en avez déjà un de la semaine passée, il faudra attendre le mois d'après pour le mettre sur votre compte. Mais avec $25, vous pouvez déjà commencer à essayer beaucoup de ces services sans avoir à débourser quoi que ce soit de votre côté. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Jérôme ? Je pense qu'on a fait le tour. Désolé pour la petite question 3. Mais du coup, vous savez que c'est possible avec toutes les réponses. Et puis, au plaisir de vous retrouver. Je pense que je repasse en septembre maintenant. Nous sommes 2, c'est ça que vous avez vu brièvement à l'écran, c'est l'agenda. Effectivement, on se retrouve fin août, 27 août, et toi, tu es prévu pour le 17 septembre, et on essaiera de continuer les quiz de certification jusqu'à reInvent, en tout cas jusqu'en décembre cette année. On a plein d'autres questions à partager avec vous. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et bonnes vacances, on se retrouve fin août. Bye bye. Bye bye.